simple, je vais vous lire de la page 74 à 84, La place, un livre de Annie Ernaux. Et je vous passe tout autre détail. À quel moment ce rêve a-t-il remplacé son propre rêve? Rêver, avouer une fois, tenir un beau café au cœur de la ville, avec une terrasse, des clients de passage, une machine à café sur le comptoir. Manque de fond, crainte de se lancer encore, résignation. Que voulez-vous? Il ne sortira plus du monde coupé en deux, du petit commerçant. D'un côté les bons, ceux qui se servent chez lui, de l'autre les méchants les plus nombreux, qui vont ailleurs, dans les magasins du centre reconstruit. À cela, joindre un gouvernement soupçonné de vouloir notre mort en favorisant les gros. Même dans les bons clients, une ligne de partage, les bons qui prennent toute leur commission à la boutique, les mauvais venant nous faire injure en achetant le litre d'huile qu'ils ont oublié de rapporter dans ville. Et des bons encore se méfier, toujours prêts aux infidélités, persuadés qu'on les vole. Le monde entier est ligué, haine et servilité, haine de sa servilité. Au fond de lui, l'espérance de tout commerçant, être seul dans une ville à vendre sa marchandise. On allait chercher le pain à 1 kilomètre de la maison parce que le boulanger d'à côté ne nous achetait rien. Il a voté Poujade, comme un bon tour à jouer, sans conviction et déjà trop grande gueule pour lui. Mais il n'était pas malheureux. La salle de café toujours tiède, la radio en fond, le défilé des habitués de 7h du matin à 9h du soir, avec les mots d'entrée rituels comme les réponses. Bonjour tout le monde, bonjour tout seul. Conversation, la pluie, les maladies, les morts, l'embauche, la sécheresse, constatation des choses. Chant alterné de l'évidence, avec pour égayer les plaisanteries rodées. C'est le tort chez moi, à 2 mains, chef, à 2 pieds. Cendrier vidé, coup de lavette à la table, le torchon à la chaise. Entre deux, prendre la place de ma mère à l'épicerie sans plaisir, préférant la vie du café, ou peut-être ne préférant rien que le jardinage et la construction de bâtiments à sa guise. Le parfum des troènes en fleurs à la fin du printemps. Les aboiements clairs des chiens en novembre. Les trains qu'on entend, signe de froid, oui, sans doute. Tout ce qui fait dire au monde qui dirige, domine, écrit dans les journaux. Ces gens-là sont tout de même heureux. Le dimanche, lavage du corps, un bout de messe, partie de domino ou promenade en voiture l'après-midi. Lundi, sortir la poubelle. Mercredi, le voyage des spiritueux. Le voyageur des spiritueux. Jeudi, de l'alimentation, etc. L'été, il fermait le commerce un jour entier pour aller chez des amis, un employé du chemin de fer, et un autre jour, il se rendait en pèlerinage à Lisieux. Le matin, visite du Carmel, du diorama, de la basilique, restaurant. L'après-midi, les Buissonnets et Trouville-Deauville. Il se trempait les pieds, jambes de pantalon relevées, avec ma mère qui remontait un peu ses jupes. Ils ont cessé de le faire parce que ce n'était plus à la mode. Chaque dimanche, manger quelque chose de bon. La même vie désormais pour lui, la certitude qu'on ne peut pas être plus heureux qu'on est. Ce dimanche-là, il avait fait la sieste. Il passe devant la lucarne du grenier, tient à la main un livre qu'il va remettre dans une caisse laissée en dépôt chez nous par l'officier de marine. Un petit rire en m'apercevant dans la cour, c'est un livre obscène. Une photo de moi prise seule au dehors avec à ma droite la rangée de remises, les anciennes accolées aux neuves.
Sans doute n'ai-je pas encore de notions esthétiques. Je sais toutefois paraître à mon avantage. Tourner de 3/4 pour estomper les hanches moulées avec une jupe étroite, faire ressortir la poitrine, une mèche de cheveux balayant le front. Je souris pour me faire l'air doux. J'ai 16 ans. Dans le bas, l'ombre portée du buste de mon père qui a pris la photo. Je travaillais mes cours. J'écoutais des disques, je lisais toujours dans ma chambre. Je ne descendais que pour me mettre à table. On mangeait sans parler. Je ne riais jamais à la maison. Je faisais de l'ironie. C'était le temps où tout ce qui me touche de près m'est étranger. J'émigre doucement vers le petit monde bourgeois, vers le monde petit bourgeois, admise dans ces surbooms, dont la seule condition d'accès, mais si difficile, consiste à ne pas être cucu. Tout ce que j'aimais me semblait pecno, Luis Mariano, les romans de Marianne Desmarais, Daniel Gray, le rouge à lèvres et la poupée gagnée à la foire, qui étale sa robe de paillettes sur mon lit. Même les idées de mon milieu me paraissaient ridicules. Des préjugés, par exemple. La police, il en faut. Ou on n'est pas un homme tant qu'on n'a pas fait son service. L'univers, pour moi, s'est retourné. Je lisais la vraie littérature, et je recopiais des phrases, des vers, qui, je croyais, exprimaient mon âme. L'indicible de ma vie, comme le bonheur est un dieu qui marche les mains vides. Henri Drégnier. Mon père est entré dans la catégorie des gens simples, ou modestes, ou braves gens. Il n'osait plus me raconter des histoires de son enfance. Je ne lui parlais plus de mes études, sauf le latin, parce qu'il avait servi la messe. Elle lui était incompréhensible. Elle lui était incompréhensible et il refusait de faire mine de s'y intéresser. À la différence de ma mère, il se fâchait quand je me plaignais du travail ou critiquais des cours. Le mot prof lui déplaisait, ou dire l'eau, même bouquin. Et toujours la peur, ou peut-être le désir que je n'y arrive pas. Il s'énervait de me voir à longueur de journée dans les livres, mettant sur leur compte mon visage fermé et ma mauvaise humeur. La lumière sous la porte de ma chambre le soir lui faisait dire que je m'usais la santé. Mais les études, une souffrance obligée pour obtenir une bonne situation et ne pas prendre un ouvrier. Mais que j'aime me casser la tête, lui paraissait suspecte. Une absence de vie à la fleur de l'âge. Il avait parfois l'air de penser que j'étais malheureuse. Devant la famille, les clients, de la gêne, presque de la honte. Je ne gagne pas encore ma vie à 17 ans. Autour de nous, toutes les filles de cet âge allaient au bureau. À l'usine, on servait derrière le comptoir de leurs parents. Ils craignaient qu'on ne me prenne pour une personne paresseuse, et lui pour un crâneur. Comme une excuse, on ne l'a jamais poussée. Elle avait ça dans elle. Il disait que j'apprenais bien, mais jamais que je travaillais bien. Travailler, c'est seulement travailler de ses mains. Les études n'avaient pas pour lui de rapport avec la vie ordinaire. Il lavait la salade avec une seule eau. Aussi restait-il souvent des limaces. Il a été scandalisé quand, forte des principes de désinfection reçus en troisième, j'ai proposé qu'on lave dans plusieurs eaux. Une autre fois, sa stupéfaction a été sans borne de me voir parler anglais avec un autostoppeur qu'un client avait pris dans son camion. Que j'ai appris une langue étrangère en classe sans aller dans le pays, le laisser incrédule. À cette époque, il a commencé d'entrer dans des colères rares, mais soulignées d'un rictus de haine. Une complicité me liait à ma mère, histoire de mal au ventre mensuel, de soutien-gorge à choisir, de produits de beauté. Elle m'emmenait faire des achats à Rouen, rue du Gros Horloge, et manger des gâteaux chez Perrier. Avec une petite fourchette, elle cherchait à employer mes mots, flirt, être un crack, etc. On n'avait pas besoin de lui. La dispute éclatait à table pour un rien. Je croyais toujours avoir raison parce qu'il ne savait pas discuter. Je lui faisais des remarques sur sa façon de manger ou de parler. J'avais eu honte de lui, reproché de ne pas vouloir m'envoyer en vacances. J'étais sûr qu'il était légitime de vouloir le faire changer de manière. Il aurait peut-être préféré avoir une autre fille. Un jour, les livres, la musique, c'est bon pour toi. J'entends ma mère qui commence à farfouiller dans la cuisine. Ça va être l'heure. Bon, j'en ai pas besoin pour vivre. Voilà.
Le reste du temps, il vivait patiemment. Quand je revenais de classe, il était assis dans la cuisine, tout près de la porte, donnant le café, à lire Paris-Normandie de dos voûté, les bras allongés de chaque côté du journal, étalé sur la table. Il levait la tête. Tiens, voilà la fille. Ce que j'ai faim. Je dirais, c'est une bonne maladie. Prends ce que tu veux. Heureux de me nourrir, au moins. On se disait les mêmes choses qu'autrefois, quand j'étais petite, rien d'autre. Je pensais qu'il ne pouvait plus rien pour moi. Ses mots et ses idées n'avaient pas cours dans les salles de français ou de philo. Mes séjours à un canapé de velours rouge des amis de classe. L'été, par la fenêtre ouverte de ma chambre, j'entendais le bruit de sa bêche aplatissant régulièrement la terre retournée. J'écris peut-être parce qu'on n'avait plus rien à se dire. À la place des ruines de notre arrivée, le centre de Yvetot offrait maintenant des petits immeubles crème avec des commerces modernes, trois petits points sans virgule, qui restaient illuminés la nuit. Le samedi et le dimanche, tous les jeunes des environs tournaient dans les rues ou regardaient la télé dans les cafés. Les femmes du quartier remplissaient leurs paniers pour le dimanche. Dans les grandes alimentations du centre, mon père avait enfin sa façade en crépi blanc, ses rampes de néon. Déjà, les cafetiers qui avaient du flair revenaient aux colombages normand, aux fausses poutres et aux vieilles lampes. Soir repliés à compter la recette, on leur donnait la marchandise qui ne viendrait pas chez nous. On leur donnerait la marchandise qui ne viendrait pas chez nous. Chaque fois qu'un magasin nouveau s'ouvrait dans Y, toi petit point, virgule, il allait faire un tour du côté, à vélo. Voilà, j'ai déjà dépassé la page 84, donc j'ai lu plus de 10 pages. Je m'arrête en haut de la page 85. Basta, et je vais dans la cuisine. Faire de la bouffe. Non, je devrais dire de la cuisine. Enfin, préparer des plats et tout ça. Et mettre ça en